Bonjour à Su- tous. Super, on voit bien, on vous entend bien. Merci. Comme j'ai été présenté, je ne vais pas me représenter. Je voulais apporter une petite précision me concernant par rapport à la première question qui a pu être posée. Il se trouve que je suis par ailleurs président du conseil scientifique de transfert IOD et que des discussions, au moment où Sève Emploi a été conçu, dans les flancs de la première conférence de lutte contre la pauvreté en 2012, avaient été des discussions avaient été entamées entre le réseau transfert d'une part et la Fédération des acteurs de la solidarité. Et que l'équipe qui a suivi la Fédération des acteurs sont des anciens de transfert IOD. Donc il y a plus qu'un cousinage, en fait, effectivement, entre ces différents réseaux et structures. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui auprès de vous, c'était revenir sur les raisons pour lesquelles on avait développé ce type de programme et on cherche à le déployer et à le développer dans différentes conditions. Évidemment, comme il a été précisé, le transfert n'intervient pas comme peut intervenir une structure d'insertion par l'activité économique, mais les principes de la médiation active sont aussi investis dans un autre dispositif qui m'est cher, parce que j'ai beaucoup travaillé à sa conception, qui est la garantie jeune, mise en place par les missions locales et pour lequel ont été revus précisément les contours des dispositifs d'immersion, donc les PMSMP. Les PMSMP ont été conçus en même temps que la garantie jeune, précisément pour servir aussi des stratégies de médiation pour l'emploi. Ce qui veut dire en fait qu'un certain nombre d'acteurs présents sur le marché du travail s'efforcent aujourd'hui, au bénéfice des personnes réputées éloignées de l'emploi, de développer des stratégies de cette nature qui sont un véritable changement de paradigme par rapport à nos pratiques antérieures. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ma contribution aujourd'hui voilà, comprend 5 petits chapitres. Le premier, j'ai décidé d'entrer par les comportements d'embauche, recrutement des entreprises du territoire. Voilà. Quels sont-ils? Et la question, c'est comment, par rapport à ces comportements, on peut se ménager des capacités d'intervention, précisément sur la phase du recrutement. Une deuxième partie, assez logique, à la suite, dira comment les stratégies de médiation, précisément, permettent, comme on pourrait le dire brutalement, de mettre le pied dans la porte pour agir et, je dirais, améliorer les process de recrutement de ces entreprises. Comme il a été dit, la plupart TPE, PME, présentes sur le marché caché, c'est-à-dire bien souvent ayant des besoins, mais n'ayant pas toujours déposé d'offres d'emploi à Pôle emploi, par exemple. Eh bien souvent, ces entreprises sont en manque d'équipement, elles n'ont pas de fonction RH, elles n'ont même pas de process RH, et je dirais qu'elles bricolent la plupart du temps tout ce qui a trait à la mise en œuvre de la fonction RH. Je ferai un petit focus sur l'outil des PMSMP avant que d'envisager de retourner, si je puis dire, à l'IAE pour dire comment, en fait, l'un des paris de Sève, c'est de faire de la SIAE une entreprise apprenante et de la transformer par ce biais en agence de valorisation sur le territoire. Et enfin, parce que j'ai animé pas mal de séminaires de cette nature depuis quelques temps, je vois qu'il faut préciser quelque chose qui n'est pas très clair sur ce que peut être les spécificités de la relation de conseil auprès des TPE-PME, et je dirais quelques mots sur cette question-là, qui me permettra de boucler la boucle, en fait, sur la façon de se comporter par rapport à ces acteurs économiques du territoire quand on est une structure d'insertion. Voilà. Alors, premier temps, voilà, comment se comportent les entreprises? J'ai ma tête sur l'écran et je ne vois pas ma slide. Je déporte ça un peu. Voilà. Comment se comportent les entreprises généralement sur le segment des recrutements? Alors, pas forcément les petites, mais les petites et les grosses. Alors, il y a quelque chose qu'on sait très bien, c'est que parmi les pièces qui sont habituellement demandées aux candidats à l'emploi, eh bien, il y a le CV, c'est-à-dire 89% des entreprises demandent un CV à l'embauche. Alors, elles ne savent pas toutes pourquoi, mais en tous les cas, c'est une pratique absolument majoritaire. Pour 60% d'entre elles, ça s'accompagne d'une lettre de motivation et puis de la copie des diplômes et des attestations de formation lorsqu'elles existent, pour 40% d'entre elles à peu près.
Alors, sur ce dernier point, il faut insister sur le fait que sur le marché français du travail, le niveau de formation a une importance considérable dans les recrutements. Tel n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est vraiment une spécificité française que les recrutements fassent autant droit ou donnent autant d'importance au signal que représente le diplôme. Alors, conséquente question, faut-il pour insérer nécessairement chercher à accroître, quand on accompagne les individus demandeurs d'emploi, la capacité des individus à répondre aux exigences apparentes de ce marché du travail dans les recrutements à distance, donc sur CV? C'est la question que pose à l'entrée, je dirais, Sève Emploi. Et parce qu'on voit bien que ce type de population peut être parfaitement desservi par les cérémonies sociales que sont l'entretien d'embauche, par les difficultés qu'il y a à écrire une lettre de motivation ou par les mentions qu'il y a à apporter habituellement sur un CV, sachant qu'on est face à des publics dont on peut réputer qu'ils n'ont pas les compétences attendues en moyenne par les employeurs sur les marchés locaux de l'emploi. Alors, je parlais de cérémonies sociales, il y a évidemment l'entretien individuel qui est au cœur de ces cérémonies sociales, qui est pratiqué par 88% des recruteurs aujourd'hui. D'où la deuxième question, faut-il toujours en passer par la case entretien pour apparier les projets de ces recruteurs et les projets des individus? Ne pourrait-on profiter du fait que quand même, dans un certain nombre d'entreprises, un quart d'entre elles, des mises à l'essai sont prévues? Eh bien, ça tombe bien. Nous avons des outils qui peuvent les provoquer a priori, sans trop réclamer d'ailleurs d'efforts par les employeurs potentiels d'un territoire. Et parmi ces outils, les mises à disposition, les PMSMP, qui peuvent être mobilisés pour trouver un autre chemin que le chemin de l'entretien individuel pour qualifier les personnes à l'emploi. Alors en plus, la plupart des gens ont une représentation tout à fait curieuse du marché du travail, d'ailleurs conforme à ce que je viens de dire, et on peut se demander qui ça concerne sur le marché du travail. Qui ça concerne? La conception de l'emploi comme bien d'information. Qu'est-ce qu'on entend par là en économie? Eh bien, c'est que trouver un emploi, ça consiste à apparier des informations qui concernent le profil du demandeur d'emploi d'un côté et puis le profil d'un poste de l'autre côté. Et que cet appariement, évidemment, il fait jouer sélectivement un certain nombre de signaux qui vont d'ailleurs le faciliter, à commencer par le signal que représente le diplôme. Mais d'autres signaux aussi qui peuvent être interprétés négativement, par exemple le lieu de résidence, par exemple des noms à consonance étrangère, etc., qui peuvent être à un moment donné investis pour discriminer la main-d'œuvre. Alors évidemment, c'est interdit par le droit et les acteurs du SPE sont très vigilants sur cette question-là quand ils peuvent influer sur les comportements de recrutement, mais il faut bien reconnaître que ce sont des pratiques ou des habitudes qui sont extrêmement présentes. Alors, qui s'en tire bien dans un marché du travail conçu comme, où l'emploi est conçu comme bien d'information? Deux types de catégories de main-d'œuvre, les professions intermédiaires et les cadres, qui vont aller chercher des CDI plein temps, qui vont être payés entre 2 000 et 3 000 euros, qui vont répondre à des annonces, qui vont débarquer dans des entreprises où il y a des services RH, dans lesquels, en moyenne, ils vont passer 2 entretiens et faire valoir leur diplôme du supérieur. Ça, c'est 18 à 19% des gens présents sur le marché du travail. Ou alors des gens qui ont un métier, comme on dit, ouvriers qualifiés de l'industrie, typiquement, et qui vont suivre à peu près le même cheminement sur un marché beaucoup plus partenarial, au sens où le SPE, le service public de l'emploi, va intervenir plus fréquemment comme intermédiaire dans ces recrutements. Mais à nouveau, nous n'avons que 15 à 16% des gens concernés. Ça nous fait pas plus de 30-35% des gens présents sur le marché du travail en France qui seraient concernés par cette conception de l'emploi et donc par des procédures de recrutement qui sont celles qu'on imagine ordinairement. Et puis, il y a, on le sait bien parce qu'on en discute dans les familles, la question du réseau. Alors, le réseau, ça concerne deux types de populations qui sont très, très éloignées l'une de l'autre. On va dire les cadres supérieurs qui sont présents sur ce qu'en économie, on appelle le segment primaire supérieur du marché du travail. Alors là, ce sont des gens qui ne passent pas du tout par les intermédiaires, sauf les intermédiaires privés, par exemple les chasseurs de tête. Ils font une seule candidature. En fait, c'est des gens qui ne sont pas passés par le marché du travail, ne sont pas chômeurs. Ils sont déjà en emploi lorsqu'ils passent d'un poste à l'autre. Alors là, la cérémonie de l'entretien, elle est extrêmement importante pour eux et ce sont souvent des candidats à l'emploi qui vont passer une kyrielle d'entretien à l'entrée. Voilà.
C'est 8% de la main-d'œuvre en France. Et puis, il y a un autre 8% de la main-d'œuvre, ce sont je dirais, employés sans qualité, mais qui, quand même, sont connus des entreprises qui vont le recruter, qui sont sur le segment de la réembauche, très souvent. Et la réembauche, c'est à peu près 20% des sorties des fichiers de Pôle emploi. Ceux-là sont plutôt candidats à des CDD courts pour des postes qui n'ont pas été diffusés, c'est normal, ils sont réembauchés, donc appelés directement par leur ancienne employeur, et ils vont faire jouer leur réseau personnel et professionnel pour accéder à l'emploi. Bon, voilà, si on compte ces 3 cases en bleu de mon graphique, ça ne concerne ça que la moitié des gens présents sur le marché du travail. Ce ne sont pas vos clientèles. Vos clientèles, c'est l'autre moitié. L'autre moitié qui va plutôt, lorsqu'elle va occuper des emplois ordinaires, des emplois permanents, souvent peu payés, peu qualifiés, à temps partiel, vont être embauchés par des entreprises qui n'ont pas de service RH, qui acceptent des non-diplômés, des embauches pour lesquelles on ne va pas nécessairement passer d'entretien, des embauches pour lesquelles on accepte qu'il y ait beaucoup de candidats et on accepte aussi de recruter des demandeurs d'emploi. C'est vraiment sur ces marchés de proximité qui sont des marchés ouverts qu'il faut se positionner. Et pourquoi le faut-il? Parce que là, la conception de l'emploi est tout à fait différente et il faut en profiter. Ce n'est pas l'emploi conçu comme bien d'information, donc on rapprocherait des informations sur les caractéristiques apparentes des personnes et puis les données du poste publié, mais comme je le dis dans le graphique, ce sont des conceptions de l'emploi comme bien d'expérience. Voilà, il faut tâter le produit pour l'embaucher, grosso modo. Et très souvent, les recrutements sur ce marché se font, j'en parlerai tout à l'heure, avec des tests, c'est-à-dire on commence à embaucher les gens dès lors qu'on ne les connaîtrait pas, parce qu'on n'est pas dans un cadre de réembauche, on va les embaucher sur du CDD. On va apprendre à les connaître à travers les missions d'intérim, etc. C'est ce qu'offre le marché du travail spontanément à cette main-d'œuvre. Et la question n'est pas aujourd'hui dans la stratégie d'une expérimentation ou d'un chantier SEV de le déplorer, mais de savoir plutôt comment on peut s'appuyer sur ces comportements, comment on peut s'appuyer sur ce fonctionnement du marché du travail pour améliorer les chances d'accès à l'emploi des populations dont nous avons la charge. Alors, en plus, ce qu'on sait, c'est que si on mesure l'efficacité des différents canaux de recrutement, il est évident d'ailleurs que le recrutement principal, ce sont les candidatures spontanées, c'est-à-dire la part de marché du service public de l'emploi est très minoritaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le marché du travail. Mais il y a un deuxième canal extrêmement efficace, c'est d'ailleurs le plus efficace, ce sont les relations personnelles et professionnelles. Donc vous avez là deux choses, à la fois pour les salariés en insertion, le marché naturel pour eux, c'est un marché où on va concevoir l'emploi comme bien d'expérience. Donc, c'est leur faire beaucoup de tort de se comporter, je dirais, comme un opérateur classique qui va les emmener dans des process continus où il faudrait améliorer la présentation de soi, où il faudrait améliorer ce qu'on trouve sur un CV, etc., etc., avec deux responsabilités, leur procurer un certain nombre d'expériences d'une part, parce qu'ils peuvent avoir des caractéristiques qui sont non observables sur un CV, mais susceptibles d'intéresser un employeur sur un territoire. Et puis, l'autre mission de la SIAE, à travers précisément une activité de cette nature, c'est de former le réseau de ceux qui n'en ont pas. Alors, historiquement, c'était un peu le slogan des missions locales, cette question-là. Les missions locales voulaient devenir le réseau de ceux qui n'en avaient pas, s'agissant des jeunes, et a fortiori les jeunes sortis prématurément du système scolaire et entrés prématurément sur le marché du travail. Je dirais que c'est un peu la même chose en ce qui me concerne, plutôt avoir une logique de réseau qu'une logique de marché, plutôt jouer sur l'expérience que jouer sur le signal, et voilà, qui serait conforme, grosso modo, aux canaux de recrutement qu'emprunte la plupart du temps la main-d'œuvre très présente dans les structures d'insertion par l'activité économique. Alors maintenant, rentrons dans la tête si je puis dire, des recruteurs sur le marché du travail. De quoi se plaignent les recruteurs en France? Alors, je signale que la chose dont ils se plaignent, ils sont les seuls à s'en plaindre. C'est-à-dire la France est un pays très plaintif et les recruteurs français se plaignent à titre principal de l'inadéquation des profils des candidats. Alors ça, c'est un effet comme on dit savamment, de rémanence institutionnelle. C'est-à-dire que dans le débat public, il a été clair à un moment donné, l'État a beaucoup dit
cela, l'éducation nationale et d'autres grandes institutions, eh bien, pour satisfaire aux besoins de l'économie, nous allons tout mettre en œuvre pour produire une meilleure adéquation des compétences aux besoins du marché. Voilà ce qui a été énoncé. Ça a été cru sur parole. Et alors, tout d'un coup, les entreprises se disent bah oui, mais très bien, mais ce qui nous arrive ne nous correspond absolument pas. Et donc, la plainte a grandi progressivement sur l'inadéquation des profils de candidats aux besoins de ces entreprises. Ce qui a été oublié, c'est que 40 ans en arrière, précisément, les mêmes entreprises ne se plaignaient pas de la chose, d'ailleurs parce qu'on ne leur promettait rien, en fait, mais prenaient à charge quelque chose qui est d'ailleurs inscrit dans le Code du travail, quand on dit, par exemple, que la formation tout au long de la vie est une obligation nationale, ça signifie aussi que c'est l'obligation des employeurs. Ils ont deux obligations, une obligation d'adaptation au poste, et donc si le profil est inadéquat, eh bien qu'ils travaillent in situ à l'adéquation, et puis l'autre obligation qui est de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi. Et comme les entreprises d'insertion par l'activité économique sont d'ailleurs des entreprises comme les autres, et pas que du point de vue de la Commission européenne, eh bien elles sont soumises aux mêmes obligations. Et on voit que comme la main-d'œuvre à laquelle elles ont affaire est une main-d'œuvre réputées éloignées de l'emploi et éloignées du marché du travail, la plupart de ces structures se sont équipées pour pouvoir le faire et peut-être qu'elles ont une longueur d'avance, d'ailleurs en la matière, qu'il faut faire valoir. Ça, c'est un point très, très important dans ce que j'ai à vous dire. Souvent, je rencontre des responsables de structures qui ne se conçoivent pas comme des entreprises comme les autres. Eh bien, il faut qu'elles se conçoivent non comme des entreprises comme les autres, bien sûr, d'une part, et que deux, elles soient assez fières du type de compétences internes qu'elles ont pu développer précisément en termes de gestion RH, parce que pour le coup, il a fallu davantage que dans d'autres entreprises s'occuper de l'adéquation des profils de candidats aux travaux qu'on leur demande. Donc voilà la plainte des entreprises ordinaires, et cette plainte, évidemment, quand on intervient, eh bien, il faut s'efforcer d'en diminuer, de la diminuer. Alors, parce que quand on observe le marché du travail en France, on observe qu'en fait, un seul actif en emploi sur trois va posséder, par exemple, une certification qui est en lien avec l'emploi occupé. Alors évidemment, c'est le cas des métiers qui sont des métiers, comment dirais-je, réglementés. Vous ne pouvez pas devenir infirmier ou infirmière sans avoir un diplôme d'infirmière. Vous ne pouvez pas pour des emplois beaucoup moins qualifiés, qui sont par exemple les emplois de la sécurité privée. Il y a des homologations, des choses comme ça. Et donc, on est aussi dans une sphère de métiers réglementés. Mais ces métiers réglementés, ça n'est qu'un quart, hein, grosso modo, des métiers présents sur le marché du travail. Pour le reste, effectivement, cette adéquation, si on la conçoit comme adéquation entre spécialité de formation et emploi, eh bien, elle n'apparaît pas ou elle n'apparaît que pour un actif sur trois. Il faut l'avoir en tête, évidemment, pour résister à cette espèce de discours très idéologique. Quand on allume le poste de radio ou la télévision, on ne nous parle que des problèmes d'inadéquation des compétences. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, alors, pour résumer la chose, je dirais il faut comparer une offre d'emploi publiée dans un journal en France et par exemple en Angleterre. Donc en France, on vous dit voilà, nous sommes leader mondial ou leader français ou leader de toute façon, parce qu'il faut bien frimer un petit peu quoi, sur tel et tel marché, vous avez bac plus machin, rejoignez-nous. Une offre d'emploi en Angleterre, c'est voilà le job qu'il y a à faire, voilà combien c'est payé. Donc on voit bien que c'est deux traditions complètement différentes et qui ont un impact très très fort sur les trajectoires des gens, a fortiori des gens qui sont peu qualifiés ou qui n'ont pas à faire valoir d'expérience professionnelle durable. Alors, ce que les employeurs ont en tête les amène évidemment à faire des tests, quoi. On va tester les gens et très souvent les tests d'employabilité, ils le font par CDD. Alors ça, ce que je vous projette là, c'est précisément une étude quantitative qu'ont fait les chercheurs qui travaillent dans le réseau Transfert IOD. Donc c'est une étude que Transfert a fait auprès des employeurs des territoires auxquels ils adressent les gens qu'ils suivent, une étude sur deux choses. La plainte, c'est-à-dire qui se plaint des difficultés de recrutement, apparier à ce qu'on appelle en psychologie sociale l'erreur fondamentale d'attribution, c'est-à-dire que quand il y a échec de la relation d'emploi, qui sont les employeurs qui, à un moment donné, attribuent systématiquement cet échec à la personne qu'ils viennent d'embaucher et non pas du tout à la capacité de leur propre structure à accueillir de nouvel embauché.
Voilà, difficulté de recrutement, erreur fondamentale d'attribution, d'une part, et usage des CDD comme test d'employabilité. Eh bien, il y a corrélation maximum entre les deux. C'est-à-dire que plus on emploie des CDD pour tester la main-d'œuvre, plus on se plaint de difficultés de recrutement et plus on fait une erreur fondamentale d'attribution sur ce qui a cloché dans la relation d'emploi. Et ça, c'est très intéressant parce que pour le coup, à peu de frais, je dirais, on peut s'immiscer dans ce type de relation, de structure relationnelle un peu dégradée pour améliorer la qualité des appareils. D'autant qu'on s'adresse à des entreprises petites qui ont peu recruté. Et là, c'est une mesure qu'on a fait à partir d'une enquête que diligente la DARES, la Direction d'animation et de la recherche du ministère du Travail, qui s'appelle l'enquête Offer, précisément sur les recrutements. Et on a essayé de calculer le rapport qu'on peut faire entre les taux d'échec des procédures de recrutement en fonction du nombre de recrutements engagés dans l'année. Et voilà ce que dit l'histogramme, c'est-à-dire que quand j'ai procédé à un ou deux recrutements dans l'année, le taux d'échec au recrutement pour toutes les entreprises présentes en France est d'à peu près 10%. Il est presque annulé quand j'ai procédé à une trentaine de recrutements dans l'année. Ce qui signifie que plus je recrute, plus je sais m'équiper pour apprendre à recruter. Et que moins je recrute, moins je suis équipé pour recruter, je dirais, de façon compétente. Alors ça aussi, ça donne une indication sur la fonction qui n'est pas remplie dans les entreprises du territoire et qu'un autre acteur, un tiers, pourrait aider à effectuer correctement. Alors, bon, on voit bien, la suite logique, c'est précisément comment on intervient. Alors, la stratégie dominante en termes d'accompagnement vers l'emploi, qui est une stratégie d'intermédiation sur le marché du travail, évidemment, ne prend pas conscience de tout ce que je viens de dire. C'est une stratégie qui cherche toujours les adéquations entre l'offre et la demande d'emploi, qui va chercher à accroître la capacité de l'individu à répondre aux exigences moyennes du marché, et grosso modo, qui va concevoir que la formation ex ante est toujours la bonne réponse pour développer l'employabilité. Par ailleurs, dans le cadre des politiques dites actives du marché du travail, évidemment, on va contrôler la recherche d'emploi, on va s'appuyer sur l'offre raisonnable d'emploi, ce genre de choses. C'est ce que les Anglais appellent la tightening approach. Tightening, c'est la cravate que vous serrez un petit peu, quoi. Donc, on va serrer le kiki des demandeurs d'emploi et on va espérer qu'ils se mobilisent au bénéfice de leur propre insertion. Alors, du côté de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a à adresser à l'entreprise dans cette logique? Pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on va baisser le seuil de constitution de l'emploi. On va dire, bon, effectivement, cette main-d'œuvre, elle est inadéquate, elle n'est pas de bonne qualité, mais on vous rassure, elle va vous coûter moins cher. Donc, on admet les CDD, l'intérim depuis 82. On a créé toute une kyrielle de contrats aidés de plusieurs générations. Et surtout, on a développé à partir des années 90 des tas de systèmes d'exonération de charges qui permettent, pour les premiers niveaux de qualification et les premiers niveaux de salaire, de baisser globalement le coût de la main-d'œuvre. Voilà, je dirais, cette stratégie classique et dominante. Et on voit bien qu'elle n'a servi à rien pour ceux dont nous nous occupons. Pourquoi? D'ailleurs, ça, c'est un effet de la crise, des différentes crises, c'est que ça a accru le caractère sélectif du marché du travail. Avant, quand la conjoncture s'améliorait, les gens progressaient dans la file d'attente et pouvaient espérer accéder à un emploi. Maintenant, c'est comme s'il y avait un plafond de verre, c'est-à-dire que les gens qui sont faiblement qualifiés tournent entre des emplois de faible qualité et le chômage d'une part, et la file d'attente ne joue que pour ceux qui sont au-dessus de ce plafond de verre. Et donc, la question, c'est comment on crève ce plafond et quelle est notre responsabilité à nous, réseau des structures d'insertion par activité économique, pour participer à cette opération. D'autant que, de quoi on hérite? C'est-à-dire que le développement du programme SEV, il est lié aussi à un certain bénéfice. Là, ce sont les trajectoires, ce que je vous projette, c'est très joli comme tableau, les trajectoires des personnes avant et après un parcours en IAE par classe de parcours. Voilà. La classe qui m'intéresse, c'est la classe numéro 5, ceux qui, à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique, vont accéder à l'emploi durable à temps plein. Eh bien, ça ne concerne que 15% des salariés de l'IAE. Et alors, qu'est-ce qui les caractérise, ces salariés? Eh bien, le fait qu'à l'entrée dans l'IAE, évidemment, ils avaient une caractéristique pour être recrutés par une structure d'insertion, mais ils étaient quand même mieux dotés que les autres, notamment en termes de signalement. Ça veut dire, cette statistique, confrontée à toutes les autres hypothèses des parcours
dans lesquelles vous voyez qu'il y a beaucoup de rose d'un côté et de vert pâle de l'autre. Alors, le rose, c'est le fait que les gens, pour 55% d'entre eux, retournent au chômage, en fait, quand ils sortent des structures, ce qui est une mauvaise nouvelle, ou alors ils vont dans d'autres structures d'IAE. Ou alors, en jaune, encore, ils vont occuper des emplois de moins bonne qualité. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, la majorité des sorties. Comment faire en sorte que ceux-là soient davantage concernés par le destin qui ne concernait que la classe 5, c'est-à-dire les 15% de salariés les mieux dotés à l'entrée. C'est-à-dire comment améliorer la médiation caractéristique de la structure, sachant que là, si elle laisse les individus ou les chances des individus dans l'état où ces chances étaient à l'entrée, eh bien, on se demande voilà, si on a bien travaillé. C'est très décourageant d'un certain point de vue, et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé ce programme. Ça suppose de mettre en œuvre une autre stratégie. D'abord, la structure elle-même, elle permet d'activer un statut temporaire. Elle se conçoit toujours comme structure SAS, mais elle va se concevoir maintenant comme agence de valorisation. Elle va chercher à diversifier ses stratégies d'accompagnement précisément pour corriger les effets de sélectivité du marché et valoriser auprès d'employeurs potentiels les caractéristiques et les qualités non observables par signalement existant de ces individus. Et développer une stratégie que je vais vous détailler, que j'appelle, quant à moi, la stratégie d'expérience accompagnée. Elle va en profiter puisque, par exemple, si elle utilise les PMSMP, elle va pouvoir mettre le pied dans la porte. Elle va en profiter pour développer des stratégies de qualification à l'emploi hors marché à partir de ces mises en situation, en négociant directement, Élodie l'a dit tout à l'heure, avec les employeurs potentiels des exigences qui s'attachent à la tenue des postes. Et puis enfin, elle va se préoccuper de quelque chose auprès de ces entreprises. Je crois que c'est assez net par rapport à ce que j'ai pu dire à l'entrée. C'est un vilain mot que j'ai inventé quand j'étais qui travaillait dans les services du Premier ministre chez l'ancêtre de France Stratégie. Ça s'appelait le Commissariat général du plan à l'époque. On nous bassinait avec l'employabilité. J'ai dit oui, mais qu'en est-il de la compétence des entreprises à exercer les fonctions d'employeur? Qu'en est-il, bref, de leur employeurabilité? Et c'est cette employeurabilité qu'à un moment donné, on peut améliorer en rentrant dans l'entreprise, en discutant tranquillement avec les responsables de l'entreprise de leurs besoins et en les aidant à structurer leur comportement, à tout le moins sur le segment du recrutement, et plus si affinité, je dirais, puisque l'un des volets du programme SELF, c'est véritablement d'accompagner dans l'emploi. Cette stratégie d'accompagnement du côté des personnes, elle est très différente du modèle linéaire séquentiel majoritaire dans l'accompagnement social et professionnel par phase, dans lequel on est obsédé par la levée des freins à l'emploi, mais on fait un diagnostic a priori des risques du sujet. Et ce que sont ces freins en réalité? Eh bien, on ne le sait pas. Il est évident que quelqu'un qui est peu qualifié ou quelqu'un qui est en situation de handicap aura davantage de freins à l'emploi qu'une autre personne fortement qualifiée et qui ne souffre pas d'une situation de handicap. Cet exemple-là. Ça, c'est un truc qu'on avait vu dans l'émission locale quand on avait fait la garantie jeune, où on avait essayé de promouvoir une autre forme d'accompagnement. On s'était rendu compte que les conseillers connaissaient très bien leurs jeunes, ce n'était pas le souci, avaient diagnostiqué des freins à l'emploi, oui, très bien, mais simplement n'en avaient pas vu d'autres. C'est-à-dire que les freins principaux à l'emploi, pour les voir véritablement, eh bien, il faut mettre les gens dans le bain, il faut les mettre à l'épreuve. Donc, par exemple, cette jeune femme, je me souviens d'une jeune femme, c'était dans la ville de Carcassonne, pour être tout à fait précis. Alors, bon, elle avait plein de trucs qui n'allaient pas, quoi. Et puis, tout d'un coup, le conseiller s'aperçoit que non, elle ne peut pas faire une PMSMP le mercredi. Pourquoi? Parce qu'elle a un enfant. Et ça, elle ne le savait pas. Ça faisait un moment qu'elle le suivait, elle ne le savait pas. Or, régler les problèmes de garde, c'est quand même pas très compliqué. Et donc, on peut lever ce frein, mais ce frein ne s'est révélé qu'à l'occasion d'une proposition qui était liée à la PMSMP. Dans ce modèle linéaire, les rencontres avec l'entreprise, on va dire, bon, bah, c'est toujours pour plus tard. Surtout quand on n'a pas, du point de vue de qui vous accompagne, les qualités pour être présenté à un employeur potentiel. Les stratégies d'expérience accompagnée ou d'alternance d'insertion, comme je les appelle aussi, sont des stratégies qui sont complètement différentes et qui vont s'appuyer sur une multiplication des mises en situation. Alors, ce n'est pas un accompagnement en push, là, on pousse les gens, hein, on lève les freins, etc. C'est plutôt un truc où voilà, c'est la machine à laver, c'est-à-dire on les met en situation,
Alors, ils n'avaient pas de projet, puis tout d'un coup, il y a des trucs qui leur plaisent pas, etc. On les débriefe. Ce qui est important dans ce type d'accompagnement, c'est le débrief. Et on met en situation, mais qu'est-ce qu'on en tire à la fin? Parce que tous les gens dont on a la charge, en fait, ils ont eu des expériences de ceci et de cela, mais ils n'en ont rien fait pour leur propre trajectoire. Et c'est là où on peut les aider. Donc, cette stratégie, qui est une stratégie d'accompagnement qui est congrue aux stratégies de médiation au regard par rapport aux entreprises du territoire, évidemment, est une stratégie qui est complètement en rupture avec le modèle linéaire et qui permet de travailler à des opportunités. C'est-à-dire que autant de rencontres, c'est autant d'opportunités de discussion avec un employeur potentiel et autant d'opportunités d'emploi. Sachant que la médiation, alors vous aurez évidemment tous ces documents, hein, je ne les détaille pas, ça me sert à bavasser ce truc-là, hein, ces supports-là qui sont très très encombrés parce que je suis comme tous les chercheurs, c'est-à-dire je ne peux pas faire un slide qui n'ait pas 30 000 signes. Hein, c'est une maladie que je partage avec mes congénères. Alors, la médiation, qu'est-ce que c'est par rapport à l'intermédiation? L'intermédiation, l'offre et la demande, elles existent de façon séparée avant, et puis il faut les rapprocher. Voilà. Et quand ça ne marche pas, on bricole, on essaye d'améliorer la qualification de l'individu, on essaye un peu de discuter des exigences, de la fiche de poste de l'autre, telle qu'elle est déposée par l'entreprise. Voilà. La médiation, c'est tout autre chose. On s'en fiche, mais complètement. L'employeur qu'on voit qui accepte d'accueillir quelqu'un en PMSMP n'a pas de besoin exprimé, c'est-à-dire qu'il n'offre pas d'emploi, ou il n'a pas de demande de travail d'exprimer, on s'en fout, quoi. La personne qu'on envoie en PMSMP est franche comme un âne qui recule quand on lui propose une solution de cette nature. Bon, alors on négocie, on en discute un petit peu. Évidemment, il y a un doute sur l'offre de travail qu'elle est susceptible de constituer. Eh bien, on part là-dessus, c'est-à-dire on part avec rien. C'est-à-dire que l'un des enjeux de la médiation, c'est de construire à partir d'une demande de statut de la personne une offre de travail qualifiée et à partir de la demande de travail d'une entreprise, une capacité à offrir un emploi. Parce que demande de travail et offre d'emploi en économie, c'est la même chose, mais dans la vraie vie, c'est complètement différent. C'est-à-dire, moi, entrepreneur, oui, j'ai besoin de travail, etc., mais ça coûte combien ce truc-là? Est-ce que je suis capable, moi, de structurer une offre d'emploi, de payer le salaire correspondant, etc., etc. On voit bien qu'il y a loin de la coupe aux lèvres en la matière dans bien des cas. Et c'est là, d'ailleurs, où il nous faut intervenir. Alors, la médiation, là-dedans, c'est un service qui est hors du marché du travail. Il faut mettre l'individu en situation et pas simplement en condition. Et on rentre dans l'entreprise. Et dans cette entreprise, eh bien, on s'efforce de provoquer, faire émerger des besoins, de s'appuyer sur des opportunités. On se porte garant parce que nous, on sait de quoi on parle, nous, SIAE. On connaît la personne, voilà. On sait ce que c'est qu'une gestion des ressources humaines. On maîtrise tout un ensemble de choses. On peut aider l'entreprise à qualifier son besoin, etc., etc. Mais pour ça, il faut mettre, d'un certain point de vue, il faut discuter et mettre les pieds dans l'entreprise. Et on s'appuie évidemment sur les outils, tous les outils qui nous permettent de le faire. Alors, qu'est-ce que ça rapporte, ça? Alors, il y avait un calcul fait par le Fonds social européen sur la rentabilité, si je puis dire, des actions qu'il avait financées en termes d'accès à l'emploi. Eh bien, les actions à destination des entreprises, et là-dedans, il y a de la médiation active, et il y avait à la fois des fonds qui s'adressaient à des structures d'insertion, mais il faut le dire aussi, dans le lot, beaucoup de fonds soutenant l'activité du réseau de transfert IOD ou d'autres structures. On travaille aussi avec des structures qui ont des stratégies de médiation active pour les gens qui souffrent de déficience mentale, qui sont notamment une structure qui s'appelle Working First 13, qui est à Marseille, qui a des stratégies. Alors, elle met en œuvre une méthode américaine qui s'appelle la méthode IPS, qui est assez proche de la méthode de transfert, mais qui est aussi un autre modèle de médiation pour l'emploi, c'est-à-dire d'une action à destination des entreprises du territoire. Eh bien, les statisticiens du FSE réputent que les actions à destination des entreprises, bien que très peu représentées, parce que dans les financements, ce n'est pas grand-chose, ça concerne 2% des participants totaux au programme financé par le FSE, sont celles qui ont les effets les plus importants sur le retour à l'emploi, 49% des personnes. Et là-dedans, il y a un tout petit peu du tout venant. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi le FSE ne met pas tout l'argent sur ce type d'initiative? Voilà, bonne question. Donc, PMSMP,
La PMSMP, c'est l'outil iDouane pour faire ça. Vous voyez que dans le slide, je fais ma propre publicité, parce que je suis le monsieur PMSMP de la DGEFP, donc je produis énormément de doctrines, à la fois juridiques et doctrines d'usage sur les PMSMP. Donc, je vous invite à acheter mes ouvrages. Non, je vous rassure, je ne touche rien sur ces questions-là. La PMSMP, évidemment, ça sert à aménager un contact direct avec les entreprises. Alors, on peut dire savamment, ça joue sur un effet répertorié dans la littérature qui s'appelle l'effet Pettigrew. Alors, l'effet Pettigrew, c'est un effet que mesurent les économistes américains. C'est quoi le problème de l'Amérique? C'est la ségrégation structurelle, raciale, évidemment. Donc, vous n'aimez pas les gens de couleur, on vous en présente un, celui-là, vous le trouvez parfait. C'est ça l'effet Pettigrew. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de fréquenter simplement des gens comme ça que vous n'aimez pas trop à distance fait tomber les préjugés ou les stéréotypes. Donc, comment on fait tomber un stéréotype? Eh bien, en présentant les gens. Est-ce que vous embaucheriez une personne en situation de handicap, madame, monsieur? Alors, personne n'a le droit de dire non, évidemment. Je sais pas, enfin, je saurais pas faire ça, recruter une personne en situation de handicap. Mais bon, si on vous aide, oui, si on m'aide, pourquoi pas, etc. Donc, comment la PMSMP arrive à produire des effets de décatégorisation, ça, c'est extrêmement important, sachant que l'organisme prescripteur, que vous êtes de droit pour la plupart, sauf les ETTI, doit s'assurer évidemment de la pertinence et jouer un petit peu sur cette mesure. Alors là, j'avais fait un tableau sur les types de stratégies. Pôle emploi a fait une étude randomisée, statistique il n'y a pas longtemps, sur l'effet des PMSMP sur le retour à l'emploi. Eh bien, le fait qu'un demandeur d'emploi simplement ait profité d'une PMSMP une fois dans l'année, augmente globalement de 20 points ses chances d'accéder à l'emploi. Sachant que les pratiques de prescription de Pôle emploi à destination des publics éloignés du marché du travail sont tout à fait étonnantes. C'est-à-dire que les jeunes sortis sans qualification, présents sur le marché du travail, etc., voilà, leur taux d'accès à la PMSMP n'est que de 1% à Pôle emploi, alors que c'est le public pour lequel cette mesure est faite. Nonobstant, quand on égalise tout, on voit que la PMSMP a un effet redoutable, grosso modo, parce qu'elle joue sur la conception de l'emploi comme bien d'expérience, sur l'insertion professionnelle des gens qui sont réputés éloignés de l'emploi. Alors, le seul problème que ça pose, quand on fait une étude comme l'a fait Pôle emploi auprès des entreprises, c'est que, parce que peut-être que l'opérateur n'a pas le loisir de faire attention à tout le temps à ce qu'il fait, il y a 20% des entreprises qui disent qu'ils recourent au PMSMP pour pallier un surplus d'activité. Donc, je vous ai mis cette stat parce que, évidemment, c'est complètement interdit. Ça, c'est du travail illégal, d'un certain point de vue, mais moi, je sais que les structures d'insertion n'ont pas à gérer les volumes qu'ont à gérer les conseillers de Pôle emploi et donc peuvent exercer une vigilance sur ces questions-là. Quatrième chapitre, pourquoi faire des SIAE? Voilà, comment les transformer en agences de valorisation? D'abord, c'est quoi le comportement des structures d'insertion en général vis-à-vis de la formation? Bon, j'abrège, c'est plein de difficultés pour les aménager, plein de difficultés pour envoyer les gens en formation. Alors pourquoi envoyer les gens en formation? Parce que comme vous le voyez sur ces trucs-là, c'est les petits bâtons bleus, les formations sont majoritairement externalisées dans les SIAE, sauf ce qui a trait, c'est là où elles sont payées et attendues, sur l'adaptation au poste de travail. Donc un problème avec la formation, et ce problème, je dirais, il faut d'un certain point de vue le résoudre. Alors là, je vais vous vendre un deuxième produit, que je suis un très bon commercial. Je ne m'occupe pas simplement que des PMSMP au ministère, je suis aussi l'initiateur de l'expérimentation nationale sur les actions de formation en situation de travail, les AFES, qui sont maintenant rentrées dans la loi. Et vous savez que le plan d'investissement dans les compétences et l'EDEC IAE prévoit des crédits d'ingénierie pour aider les structures de l'insertion à financer de l'ingénierie de formation autour des AFEST notamment, mais pas que. L'idée, pour transformer les SIAE en agences du territoire, ce serait d'associer, grosso modo, ces stratégies de médiation ou ce type nouveau d'accompagnement itératif, d'expérience accompagnée des salariés en insertion, de l'outiller aussi en interne en formation, en développant des actions de formation en situation de travail. Vous pensez que l'encadrement technique de la SIAE est parfaitement compétent pour cela, d'ailleurs parce que dans mon graphique, déjà, il prend très largement en charge les problèmes d'adaptation au poste. Là, ça supposerait de monter un seuil de rationalité un tout petit peu supplémentaire et peut-être permettre d'annuler
les plaintes ou les difficultés que rencontrent les structures pour susciter une envie de formation chez les salariés en formation, pour négocier un certain nombre de choses aussi, il ne faut pas le cacher, avec les opérateurs de compétences aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que l'action de formation en situation de travail? Eh bien, bon, je ne vais pas le détailler, elle a un certain nombre de spécificités, mais je dirais que c'est tout à fait dans le genre de beauté des structures d'insertion de pouvoir les déployer. D'autant que le fait de rendre ainsi l'entreprise apprenante, ça, ce sont des calculs qu'a pu faire le CEREC il y a peu de temps. Qu'est-ce qui se passe dans les trajectoires professionnelles de la main-d'œuvre quand elles sont en emploi, on s'occupe convenablement d'elles. C'est-à-dire quand on développe véritablement les capacités qui sont les leurs. Eh bien, ces chances d'accéder à un emploi durable à la sortie, je dirais, de l'entreprise sont évidemment multipliées par 1,5, si je puis dire, par rapport aux chances d'accéder à l'emploi durable pour des salariés qui sortiraient d'entreprises qui ne se seraient pas occupés d'eux. Vous aurez la slide et le détail de cette statistique. Alors, le problème, c'est que dans l'expérimentation SEV, faire tout ça, c'est changer des pratiques, donc déplacer un petit peu les structures. Le schéma que vous avez sous les yeux, là, est un schéma qui a été fait par les premiers évaluateurs, les cabinets d'ICTIS et Mouvance, de l'expérimentation SEV, et un rapport qu'ils ont pu faire il y a déjà 2 ans maintenant, où ils essayaient de mesurer la capacité des structures ou la trajectoire des structures, si je puis dire, à la fois sur la dimension entreprise et sur la dimension accompagnement. Résultat des cours, c'est bien une majorité de structures d'insertion par l'activité économique, membres de la Fédération des acteurs de la solidarité, a réussi ce déplacement, et parfois de façon assez fantastique, quand bien d'autres ne l'ont pas réussi. Pourquoi? Alors, c'est très simple, c'est-à-dire que dans un cas, l'expérimentation SEV n'est qu'un simple implant organisationnel, c'est-à-dire que, grosso modo, il y a un certain nombre de salariés qui sont engagés et qui mettent en œuvre, je dirais, le programme SEV d'un côté, mais, je dirais, ce programme n'est pas devenu une stratégie du management globalement dans la structure. Voilà ce qui explique les capacités différenciées des structures d'insertion par activité économique, je dirais, à s'approprier le programme SEV pour produire les résultats qu'on attend. Et donc, ça, c'est un point tout à fait important. Inscrire la logique SEV emploi dans la discipline interne de fonctionnement de l'organisation, c'est en faire une stratégie du management, véritablement, et c'est une condition d'efficacité du programme qui offre l'opportunité, quand bien même c'est une contrainte aussi, de réinterroger le modèle d'affaires de la structure d'insertion par l'activité économique. Et ça, je pense que c'est le bénéfice de l'expérience, c'est qu'on n'y échappe pas. Alors, sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il est possible, lorsque SEV n'est qu'un implant organisationnel, qu'on réussisse à faire les choses proprement, mais alors tout de suite, on tombe sur une contrainte. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous nos salariés sortent. Et alors, pour le coup, on se retrouve soi-même, comme les autres entreprises du territoire, à avoir des difficultés de recrutement. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, s'il y a un petit bout de SEV qui marche, il vaut mieux réfléchir sur la totalité de la structure à une stratégie pour ne pas se retrouver coincé par des effets de cette nature. Je terminerai un peu par là en disant que, voilà, idéalement, la stratégie SEV, c'est ce que, et stratégie d'accompagnement inclusif, c'est pour moi la cible PAM. Alors, PAM, la cible PAM, c'est les PMSMP, jouer les effets contacts, expérimenter pour transformer une relation, à un moment donné, les mises en situation sur lesquelles on peut s'appuyer pour discuter avec les autres employeurs, nous permettent de déployer des stratégies de médiation. Voilà, la PMSMP, les mises à disposition servent d'émulateurs ou de démonstrateurs des compétences. Et puis aussi, derrière, il y a un effet retour, c'est-à-dire que non seulement en interne, on a su développer des actions de formation en situation qui sont particulièrement congrues aux besoins des publics, a fortiori ceux qui sont fâchés avec les formats scolaires, mais en plus, on peut vendre l'expertise qu'on a pu développer soit en matière de développement des compétences en interne aux autres entreprises du territoire. Ça aussi, c'est un argument de vente, mais c'est surtout un argument pour véritablement offrir un service dense de maintien dans l'emploi. Alors, comment on parle aux TPE-PME? Bon, ça, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en général, on rencontre une personne, l'entrepreneur égale l'employeur, une personne qui a une vision de court terme parce qu'elle a autre chose à penser, une personne qui n'a pas structuré sa fonction RH. Et donc, comme dans le tableau là, il ne faut pas se
comporter comme un consultant moyen qui a des approches analytiques, qui parle stratégie, qui a des approches extrêmement pointues et spécialisées, etc., etc. Non, il faut papoter. Il faut papoter, et quand on papote, la posture d'intervention, c'est plutôt une logique de consultation. On pose des questions, une logique solutionniste. C'est comme on a pu le faire pour nos conseillers en insertion, on accompagne aussi l'expérience de l'entreprise à laquelle on s'adresse et on ne se contente pas de lui offrir des informations. On rentre dans une véritable logique de médiation et puis surtout, on s'efforce, j'aime bien cette expression, de faire aboutir les choses. On bricole, quoi. Et on ne rentre pas du tout dans une logique de prestation standardisée, d'abord parce qu'on n'en a pas les moyens et parce que c'est parfaitement inopportun. Et donc, je dirais, voilà, grosso modo, les choses qu'il faut avoir en tête quand on noue une relation avec, de proximité avec un acteur économique du territoire, a fortiori un petit. Je vous remercie. Merci Laurent Duclos pour cet éclairage voilà, à la fois sur les stratégies de recrutement, le marché du travail et sur les stratégies de médiation active. Je suis dans les temps, Élodie. Oui, oui, on est vraiment dans les temps. On va avoir enfin voilà, on a, si on veut, 15 minutes pour répondre à des questions qu'il y aurait eu dans le chat. J'invite peut-être Émilie, si tu as eu le temps alors là, vous avez vu, il y a les sondages qui apparaissent, hein, si vous voulez y répondre. Mais voilà, j'invite à Émilie, là, s'il y a des questions qui sont ressorties, peut-être les poser à Monsieur Duclos. Oui, on a effectivement plusieurs questions qui sont ressorties, dont quelques-unes sur le même sujet finalement. Je vous les pose toutes et puis après je vous laisse les prendre une par une peut-être pour y répondre. Le premier champ de questions qu'on a eu de la part des participants, c'était justement sur les manières et les modalités de recrutement utilisées en majorité aujourd'hui dans notre pays. Et du coup, les questions, c'était de se dire, est-ce que le manque de candidatures aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas directement lié finalement aux modalités de recrutement qui découragent finalement les candidats eux-mêmes à se positionner sur ce type d'offres, et notamment les candidats peu qualifiés? Et du coup, comment on convainc une entreprise d'aller au-delà du CV et de la lettre de motivation comment on la convainc finalement d'abandonner ou en tout cas de changer ses modalités de recrutement? Donc ça, c'était le… Oui, C'est une question très importante. Je préfère y répondre tout de suite parce que j'ai une tête de allons-y. note. Hein, et je vais oublier. D'abord, il ne faut pas chercher à convaincre l'entreprise. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un argumentaire avec elle, comme je viens de le faire auprès de vous. Je le fais auprès de vous parce que vous êtes susceptible de rentrer dans l'expérience collective SEV, ou vous êtes déjà dans l'expérience collective SEV. Voilà. Mais on ne s'adresse pas comme ça à une entreprise du territoire. On ne lui dit pas vous êtes nul sur le segment du recrutement. Il ne faut pas, autrement dit, heurter les sentiments établis. On le fait. La stratégie, c'est d'abord de poser des questions et d'aller directement à l'essentiel. Ces questions, de proche en proche, vont amener l'expression d'un besoin sur un poste, le décrire les besoins du poste, voilà, et faire des allers-retours, proposer, alors si je comprends bien, etc. etc. Donc, c'est une espèce de démarche d'enquête qui permet de franchir ça. Alors, parce que si on fait un argumentaire, on ne convainc personne. On a fait un truc qu'on avait fait avec Transfert, c'était très, très drôle. On s'était adressé à toutes les entreprises clientes. On leur avait demandé comment avez-vous trouvé le CV de la personne qu'on vous a adressé. Alors, tous les employeurs, tous ont dit « Ah oui, le CV était remarquable, etc. » Tous. Or, il n'y a eu jamais un seul CV. C'est dire la force des représentations. C'est-à-dire ces gens qui avaient recruté en CV, des salariés pour satisfaire à leurs besoins de recrutement, ne se rappelaient plus, en fait, de la modalité qui était la modalité de médiation classique qui avait fait Transfert. Et donc, il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat. Il ne faut pas leur dire, mais non, vous êtes cons, vous avez des difficultés de recrutement, c'est parce que vos exigences sont très supérieures à vos besoins. C'est le cas la plupart du temps. Vous avez des difficultés de recrutement, c'est parce qu'à un moment donné, vous sélectionnez la main-d'œuvre sur les mauvais critères, ce qui est le cas, effectivement. Vous avez des difficultés de recrutement parce que en fait, vous n'avez pas de savoir-faire en termes d'intégration et parce que l'image de votre entreprise ou de votre métier n'est pas bonne, ce qui est le cas la plupart du temps, etc. etc. Mais il ne faut pas rentrer
sur ce champ-là, il faut rester pragmatique et pratique, je dirais. Donc, viser l'effet finalisé. Et l'effet finalisé, c'est que vous avez toujours en stock la personne qui va faire le job proprement. Pardon, Émilie. Non, aucun problème. Merci pour cet éclairage. J'espère que ça a répondu aux participantes qui se posaient cette question-là. Ensuite, on avait tout un plot de questions concernant la PMSMP. Alors là, il y en a de plusieurs types. Une première question autour de la PMSMP qui était de se dire, au regard de l'expertise que vous avez développée finalement sur ce sujet-là, comment expliquer que les structures d'insertion elles-mêmes ne peuvent pas se saisir de cet outil-là dans le cadre de leur recrutement et qu'elles en sont finalement elles-mêmes réduites à utiliser le CV et les entretiens d'embauche, la lettre de motivation et finalement les modalités de recrutement un peu classiques. Donc ça, c'était une première question concernant la PMSMP. Je ne sais pas si vous souhaitez y répondre tout de suite ou si je... Oui, on subit d'aimables pressions en la matière. Dans la dernière instruction publiée par la DGEFP, on a toléré qu'on puisse recourir à des PMSMP depuis une SIAE vers une autre SIAE. Mais on a voulu que les prescripteurs comptent à part ces prescriptions. Voilà. Sinon, évidemment, la logique des PMSMP, c'est d'aller chercher l'emploi dans le secteur ordinaire. Hein. Et nous, on voulait éviter que les acteurs du service public de l'emploi recourent à cette facilité, hein, grosso modo, et qu'on reste dans la sphère du service public de l'emploi à laquelle appartiennent les structures d'insertion par l'activité économique. Il nous semblait que c'était une très mauvaise incitation. Donc, je comprends bien que ça peut créer des gênes ou des difficultés, mais franchement, je résiste là-dessus parce que je sais que si la digue saute, je vais dire les choses très brutalement, les mauvais acteurs du service public de l'emploi en profiteront pour mettre des PMSMP dans le service public de l'emploi et pas ailleurs. Et ça, je n'en veux pas. Et ça, l'État n'en veut pas. Merci, merci Laurent. Concernant la PMSMP toujours, c'est un outil dont se saisit quand même assez majoritairement les structures qui sont conventionnées comme chantier d'insertion. Mais du coup, quels outils déployer pour les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires, voire les ETTI, qui n'ont peut-être pas la même facilité finalement à utiliser et à exploiter la PMSMP? Bon, les EI, oui. Alors, les ETTI ne peuvent pas utiliser parce qu'elles recourent à des mises à disposition par nature. La mise à disposition est un autre outil. C'est-à-dire que la PMSMP n'est pas exclusive du recours à d'autres outils qui permettent de développer l'expérience. Grosso modo, les PMSMP, on les a fabriqués quand le reste n'était pas possible. Mais on peut s'appuyer aussi sur des contrats de travail tout à fait normaux. Hein, ce n'est pas exclu. On suspend la relation, on admet des CDD, des choses comme ça c'est tout à fait possible. Il y a les missions d'intérim dans l'intérim, mais les missions d'intérim peuvent faire l'objet de l'expérience accompagnée. C'est un support aussi de l'expérience accompagnée. Donc, dans le programme SEV, l'idée n'est pas d'utiliser que les PMSMP. Les PMSMP sont un outil dans la boîte à outils, mais la stratégie, elle fait feu de tout bois. Merci. Effectivement, je rejoins aussi peut-être une petite précision, Laurent, sur ce sujet, puisque pareil, les AI utilisent, et on a des AI dans le programme SEV Emploi qui sont engagés depuis plusieurs années, utilisent les mises à disposition comme les PMSMP, et en fait réorganisent, revoient l'objectif des MAD, et puis s'en servent pour avoir ces retours d'expérience, ces allers-retours pour travailler le parcours. Exactement, Élodie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça suppose, en ce qui le concerne, de modifier ou d'avoir une autre stratégie par rapport aux mises à disposition. Donc, on voit bien l'usage ordinaire qu'elles en faisaient. Et aujourd'hui, il faut un réinvestissement stratégique de ces mises à disposition pour pouvoir qu'elles donnent tout leur jus en matière de chances d'insertion dans l'emploi. Et du coup, la dernière question qui était liée à la PMSMP, c'était qu'effectivement, c'était un outil intéressant, génératrice d'opportunités, mais est-ce qu'elle ne comporte pas un risque finalement, et notamment sur le fait que l'entreprise puisse faire appel au PMSMP pour un remplacement ponctuel, entre autres
on va dire, déviance de l'utilisation de cet outil-là? Alors, effectivement, on l'a vu dans la statistique que je vous ai projetée sur Pôle emploi. Je ne sache pas qu'une structure d'insertion par activité économique soit menacée par ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un conseiller Pôle emploi n'a pas tellement le temps en fait, de discuter avec une entreprise. Hein. Donc, voilà, il y a des signaux. On travaille en ce moment avec Pôle emploi beaucoup sur ce qui peut constituer une alerte. Alors, ce qui peut constituer une alerte, c'est le fait que le consommateur de la PMSMP, par exemple, soit le supermarché du coin et qu'il réclame, tiens, tous les 15 jours à Pôle emploi ou aux missions locales, une dizaine de personnes pendant une journée pour quoi faire, pour mettre les palettes quelque part. Non, quand on a observé ça, à un moment donné, on coche la case, pas lui, quoi. Voilà. Il faut être un peu vigilant. Pôle emploi fait un truc très bien, c'est qu'il publie, il passe au Codrom, en fait, les entreprises du territoire consommatrices de PMSMP. Et on voit bien où est le danger. Hôtel, café-restaurant, commerce, grande surface, etc., etc. Et tous les secteurs qui sont habituellement consommateurs de contrats courts et très courts. Ces secteurs sont bien connus en général. Bon. Alors là, les SIAE sont plutôt dans un rapport de proximité spontanément quoi, avec les entreprises du territoire. Et puis une SIAE, ce n'est pas une multinationale non plus. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne gère pas des flux fantastiques. Donc, je pense qu'elle a tout à fait comme ça, un peu au pif, mais des moyens de contrôle de ce genre de choses. Et du coup, il y a Angélique qui nous dit, mais en d'autres termes, est-ce qu'il ne serait pas préférable dans certains cas, plutôt que de négocier la mise en place de PMSMP ou d'autres outils de mise en relation, de négocier finalement directement un CDI? Exactement. Exactement. Ça c'est un truc, c'est-à-dire que comme dans l'élaboration du programme SEV, on a beaucoup insisté sur la boîte à outils, on a oublié qu'on pouvait aussi faire un court-circuit. Donc, un bon parcours, c'est un court-circuit dans le parcours. Et si à un moment donné, on arrive parce que chez un employeur du territoire, on a aussi, pour le maintien dans l'emploi et au bénéfice du maintien dans l'emploi et du développement des capacités, toute cette période qui est la période d'essai sur laquelle on peut travailler et qu'on peut investir en tant que conseil, grosso modo, de l'employeur. Et que le CDI soit le support de ça, tant mieux finalement, puisque c'est quand même l'un des objectifs. L'idée, c'était qu'à contrario, il ne fallait pas cracher sur les expédients que représentent les PMSMP ou les contrats courts. Si on obtient directement le Graal, c'est parfait, mais voilà, c'était l'idée que les expédients, PMSMP ou contrats courts, on allait s'appuyer dessus précisément pour provoquer ces opportunités et pour réaliser des transformations. Mais ce n'est pas exclusif d'atteindre la cible directement. Et toujours sur le sujet des PMSMP, du coup, là, c'est plus des remarques que des questions. On a Bénédicte qui nous dit que les PMSMP sont très difficiles à mettre en place dans les grandes entreprises qui ont des agences d'intérim indoor, puisque ce sont des heures qui ne sont pas facturables. Et puis, on a Antoine qui nous dit que la PMSMP est un super dispositif, que sa structure, en tout cas, enfin, que le conseil départemental, pardon, promeut autant que faire se peut. Et il étaye un peu ses propos dans la partie questions-réponses. Donc, j'invite les participants à aller voir ce témoignage du conseil départemental du 54. On avait également… Oui. Bon, il faut dire que les grosses entreprises, à un moment donné, sont particulièrement dans l'aliénation que je dénonçais au début. C'est-à-dire que même des grosses entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre faiblement qualifiés vont se comporter en excluant cette main-d'œuvre du recrutement. C'est une espèce de truc un peu paradoxal. Ça arrive très, très souvent. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de dealer avec une grosse qu'avec une petite. C'est pour ça que j'ai surtout, d'ailleurs, parlé des petites à l'occasion. Alors, un argument de vente, s'il s'agit de vendre les PMSMP, parce qu'il y a quand même peu d'employeurs qui voient une objection à accueillir des gens qui viennent regarder chez eux comment ça se passe, quoi, d'expérience en tout cas, je dis ça. Bon, toujours des petites négociations, mais ce n'est pas très, très compliqué. Un argument de vente, c'est que la PMSMP, elle peut rentrer dans les effectifs sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, je vous le rappelle, ça peut être bien pour un interlocuteur.
Et du coup, comment, en tant que direction de structure d'insertion, comment on peut engager nos équipes qui sont finalement habituées aujourd'hui à ce système d'intermédiation et à s'adapter du coup plutôt aux exigences de l'employeur sur des actions de médiation active qui demandent finalement un changement de posture? Oui, oui, un changement de posture. Alors, Sèvres dit beaucoup, il faut changer les mentalités, les postures, etc. C'est vrai, mais c'est mieux si derrière, il y a une réflexion globale et concertée sur l'organisation. Parce qu'un temps, on peut penser des choses pour soi, quoi. Mais si on n'est pas, je dirais, si les activités qu'on déploie et qui seraient conformes au programme Sèvres à l'intérieur de notre SIAE ne créent pas un accord avec les activités des autres, c'est-à-dire de ceux dont on partage le destin dans la structure, ça finit par devenir un tout petit peu problématique. Et donc, je pense que derrière cette question, il y a la question de comment on s'approprie Sèvres comme une stratégie du management, qui globalement améliore tous les indicateurs qui sont ceux qu'on réclame d'une structure d'insertion par l'activité économique. Si l'implément il est localisé, par contre, tout de suite, et il y a beaucoup de structures qui en témoignent, surtout quand ça marche, parce que souvent ça marche quand même pas mal, quoi, et ben, la structure se retrouve bloquée parce que précisément, elle n'a pas fait elle n'a pas procédé à cet aggiornamento, quoi. Et du coup, que proposer aux structures d'insertion qui ont peur de se griller auprès des entreprises par le biais de la mise en place de ces outils? Il y a un argument qu'on entend souvent sur les SPE, là aussi je vais être très brutal, c'est oui, alors oui, vous êtes gentil à des GFP ou vous êtes gentil Laurent quand il s'adresse à moi, mais il faut arrêter d'embêter les entreprises du territoire. Alors il se trouve qu'en France, il y a 60 certifications qui forment des gens qui vont accompagner les demandeurs d'emploi, les attributaires du RSA, etc. Donc, voilà, j'ai été voir, qu'est-ce qu'on apprend à faire dans les métiers de conseiller en insertion professionnelle, etc. Ce sont des formations dans lesquelles on ne parle jamais de l'entreprise, ou alors il y a un petit module RH qui se trimballe à droite à gauche, mais en général, ce n'est pas présent, quoi. Je dirais, comme Jean-Paul II, hein, n'ayez pas peur. On retiendra du coup cette citation. Et pour rebondir sur la question des formations, est-ce qu'il existe des formations qui pourraient permettre aux structures d'insertion, ou tout type de structure d'ailleurs pouvant utiliser cet outil, de pouvoir justement apprendre à la mettre en avant auprès d'une entreprise pour en connaître finalement tous les tenants et les aboutissants, qui est quand même un bon outil d'entrée en matière d'emploi? Il faut tout de suite, après ce séminaire, se greffer sur un autre, parce que j'ai un autre webinaire tout à l'heure avec Idealco, qui est une structure qui parle aux agents de l'insertion, etc. Et parce que les conseils départementaux ont gagné dans une loi de décembre 2020 une capacité de prescription directe de PMSMP. Et donc là, je parle aux conseillers en insertion des conseils départementaux tout à l'heure, en fait, sur ce sujet-là. Et donc, à part vous vendre mes propres produits, c'est-à-dire ce que j'ai écrit sur la question, voilà, il faudrait que je me rende disponible pour une formation de cette nature comme j'ai pu le faire, quoi. Mais non, il n'en existe pas. Il n'en existe pas, à part les interventions que je fais. Il n'existe pas. Mais on peut se former, on peut voilà, être en autodidaxie sur le sujet. OK, et du coup, la personne qui a posé la question sur, comment se former finalement à l'utilisation de la PMSMP demande si on peut être invité à cette fameuse conférence, qui a lieu tout à l'heure. Alors, il faut s'inscrire sur Idealco, mais que j'ai cru comprendre que quand on ne faisait pas partie des réseaux institutionnels, et je ne sais pas si la FAS a un compte à Idealco, c'est 300 € l'entrée, donc c'est un peu coûteux. Je le Ça signale. marche. Je ne sais pas du tout. Si la face à un... Elodie, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, je répondais à Laurent comme quoi je ne sais pas du tout si effectivement on a ces codes pour Idealco. Oui, alors on va prendre 2 minutes encore pour prendre une dernière question et puis après on terminera pour enchaîner sur l'interview ensuite.
Du coup, elle fait le lien cette fois avec la présentation du programme SEF que tu as pu faire tout à l'heure, Élodie. Tu as évoqué des actions de suivi dans l'emploi, mais du coup, la question s'adresse aussi à Laurent. Et quel bénéfice, en fait, d'une telle démarche auprès des entreprises et du salarié en transition une fois que ce dernier est sorti de la structure d'insertion? Une, une consolidation. On se rend compte, notamment dans la relation d'emploi dans les petites entreprises, que très souvent, il y a rupture de la relation d'emploi de façon prématurée, pour deux raisons. La première, je l'ai largement évoquée, ces structures ne sont pas vraiment structurées en RH et donc les interactions ou l'interpersonnel va beaucoup jouer. Et si ça se passe mal très très vite. Et donc comment on évite ça avec derrière tout ce qui est dans la tête de l'employeur en termes d'erreurs fondamentales d'attribution. Si ça se passe mal, ce n'est pas de sa faute à lui, ce n'est pas sur la façon dont il accueille le salarié, etc., etc. Donc, ce qui joue dans le maintien dans l'emploi et dans la capacité de la structure à proposer pour d'autres entreprises qu'elle-même, ce qu'elle-même a pu éprouver en interne dès lors qu'elle se serait équipée pour améliorer la mise en œuvre de la fonction formation, l'accompagnement, blablabla, blablabla, qui se joue, c'est la durée de la relation d'emploi. C'est-à-dire que plus on cale les choses, vraiment les besoins du poste, plus on offre de services a priori, plus on dit que si on veut, on peut être présent ou on peut revenir, et plus on rassure d'un certain point de vue. Voilà. Mais Pôle emploi a pu l'éprouver aussi dans des expérimentations où ils ont offert aux entreprises du territoire un interlocuteur connu avec un nom et un numéro de téléphone. Et bien, par quoi ça s'est traduit? Par le fait que les mauvais emplois ont été remplacés par des bons. C'est ça le résultat de l'expérimentation. Vous voyez, c'est quand même, il y a des petites choses qui peuvent avoir de grands effets.